Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous et à toutes, quelle joie de vous retrouver et quel privilège de vous accueillir pour cette nouvelle parenthèse scientifique. Alors aujourd'hui, c'est jour de fête, puisqu'on lance officiellement la 3e saison de cette émission. Et oui, déjà, la 4e. Waouh, Pauline me fait signe, c'est déjà la 4e, le temps passe vite à vos côtés. Eh bien, on en profite pour vous remercier en tout cas de votre fidélité. Alors pour célébrer cette 4e saison et cette occasion, on vous propose un format un peu modifié cette année, avec de nouvelles rubriques, notamment coup de cœur, coup de gueule, le cabinet des curiosités avec Marie-Cécile, un micro-trottoir qui vous donne la parole et un retour également sur des projets financés par la Fondation, histoire de s'ancrer plus profondément dans le champ de l'action. Et aujourd'hui, justement, on va parler de ce sujet, le passage à l'action, ou plus précisément de ce qui nous empêche de passer à l'action, avec un angle assez particulier. Quels sont donc les freins et les leviers qui gouvernent nos changements de comportement ? Alors bien sûr, nous avons toutes et tous en tête certains mois de janvier, par exemple, qui ont vu progressivement s'envoler nos bonnes résolutions entre le 1er et le 31. Quels sont donc les mécanismes sous-jacents de cette démotivation et peut-on les corriger ? Lorsqu'on parle de questions de climat et de notre implication dans la transition, nos fonctionnements sont-ils équivalents ? Eh bien, pour nous en parler, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir le docteur Stéphane Labranche, chercheur indépendant et climatologue de la société, ou comme il le dit lui-même, sociologue du climat, coordinateur de plus de 35 études dans le monde entier, enseignant à Sciences Po Grenoble et expert pour le GIECO. Eh bien, qu'est-ce que c'est le GIECO ? C'est un nouveau groupement d'experts international sur les comportements qui étudie les freins et les moteurs au changement en rapport avec le changement climatique. Le premier rapport apparemment sortira fin décembre ou début janvier. Et il sera bien évidemment en libre accès. Bonjour docteur Labranche. Bonjour. Alors bien sûr, avant de démarrer cette émission, qu'est-ce que serait cette émission sans un tour de table de l'équipe de ces fameux chroniqueurs de choc ? J'ai nommé Marie-Cécile. Bonjour tout le monde. Pauline. Bonjour. Et Damien. Bonjour à toutes et tous. Et évidemment, rien ne serait possible sans notre acolyte de toujours. Rien n'existerait sans Clément à la technique. Bonjour. Eh bien, la parenthèse scientifique, changement de comportement face au climat, quel défi à relever ? C'est parti. Coup de cœur, coup de gueule. Eh bien, aujourd'hui, coup de cœur de ma part, une fois n'est pas coutume. Pour vous parler d'un conférencier drômois, Éric Julien, que nous avons rencontré à la Convention des entreprises pour le climat la semaine dernière, et qui nous a parlé de son lien, de ses relations et de son travail avec les Kogi, ainsi que de leur mode de vie et de leurs connaissances dans le vivre ensemble et avec la nature. Les Kogi, qu'est-ce que c'est ? C'est un peuple autochtone ancestral qui vit en Colombie du Nord, et que l'association de M. Julien soutient en rachetant des terres pour leur rendre. Et en retour, ils viennent en France afin de faire profiter les scientifiques de leurs connaissances sur leur préservation de l'environnement et le vivre ensemble. Alors leurs préceptes sont les suivants: soigner la terre, vivre en paix et soigner nos liens. La présentation de M. Julien a été très riche et je voulais revenir surtout sur une action suggérée par lui et inspirée des Kogi, qui est de nommer un représentant de la nature au sein de nos instances dirigeantes. Alors ça paraît une décision simple, j'irais même jusqu'à dire peut-être ludique, que nous pouvons tous appliquer au sein de nos conseils d'administration, de nos bureaux, de nos gouvernances. Et quelle que soit l'institution ou l'entreprise, qu'on ait un hôtel, qu'on ait un restaurant, une usine, une association, une agence immobilière peut-être, une société d'investissement, un magasin, une réunion de copro, eh bien, tout ça se décline vraiment à tous les niveaux et ça permet de s'assurer qu'on prendra bien en compte également le point de vue de la nature. Voilà, c'est simple et c'était mon coup de cœur du jour. Vous reprendrez bien un peu de science ? Selon vous, qu'est-ce qui freine le plus les gens à changer de comportement en faveur du changement climatique ? Je pense qu'on s'est habitué à un certain confort. L'effet pratique d'avoir une voiture chez soi et le confort en fait. L'économie, je pense. Je pense que c'est le côté pratique. Je pense qu'il y a une question d'éducation, il y a une question aussi de moyens économiques. Avez-vous un petit geste quotidien pour le climat ? Je fais attention au tri, au chauffage.
Je récupère l'eau quand je lave les légumes. Je fais beaucoup de trajets en bus, je fais un peu attention au tri. Déjà les déplacements. Le tri sélectif? Je prends beaucoup moins ma voiture, éteindre le chauffage. Je fais attention à ne pas laisser l'électricité allumée, j'économise l'eau. Le tri des déchets, le chauffage, voilà quoi, les gestes quotidiens. Et voilà, eh bien, vous êtes à la parenthèse scientifique et aujourd'hui, on parle de changement de comportement et vous venez de vous entendre sur ce sujet. Qu'est-ce qui freine les changements de comportement et quels sont les petits gestes que vous effectuez au quotidien? Et pour parler de ces changements de comportement, nous avons la chance de recevoir le docteur Labranche. Bonjour, merci d'être avec nous, docteur Labranche. Bonjour, merci de m'inviter. Je vous en prie. Et joyeux 4e anniversaire aussi. Ah, merci. Eh bien, comment en êtes-vous arrivé, peut-être première question, à vous intéresser au changement climatique à partir de ce prisme du sociologue? Ça remonte à 20 ans, oui, on est en 2024, là, ça remonte à 20 ans où je faisais une étude comparative entre les normes sociales et les impacts sociaux de la construction de grands barrages. Et il y a aussi des impacts environnementaux locaux sur la rivière, sur les poissons endémiques et tout. Et là, je demandais à des associations qui étaient contre le barrage, et notamment des grandes associations internationales environnementales. Je disais, j'en savais pas énormément sur le changement climatique à l'époque, mais dans ma tête, en tout cas, un barrage émettait moins de CO2 et d'autres pourritures de qualité de l'air que le charbon. Donc, tant qu'à choisir avec un développement comme on le connaît entre le charbon et le barrage, c'est peut-être mieux de faire le barrage, non? Et là, devant moi, j'ai eu un bug, dans le sens que l'ordinateur biologique des cerveaux, en face de moi, a bugué, ça ne veut pas comme répondre. Je voyais presque leurs yeux se croiser. Et là, c'est ce qu'on appelle, de manière plus scientifique, une dissonance cognitive. Il y en a un seul qui m'a dit, là, vous êtes en train de me parler de barrage et on parle d'impacts environnementaux locaux. Donc, je vais vous répondre ça. Revenez me voir dans une semaine, on parlera ensuite de gaz à effet de serre, etc., et des enjeux globaux. Mais ça m'a amené à penser qu'il y avait toute une dimension un peu subjective, de l'ordre de la connaissance aussi, du ressenti, de l'argumentation et des représentations sociales, qui sont toutes des notions qui renvoient en fait à ce qu'on fait en sociologie de manière normale. Moi, je suis curieux, donc je reviens, et en 2004, oui, on avait déjà Internet et Google, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, et je commence à taper climat et société, je tombais sur vraiment pas grand-chose. Et là, ça m'a surpris. Pourtant, les scientifiques de l'époque nous disaient que le changement climatique était peut-être provoqué par l'activité humaine, les rapports du GIEC. Ce peut-être-là est devenu une certitude de plus de 95% de certitude scientifique depuis. Mais si c'était vrai, pourquoi est-ce que je ne retrouvais pas si le changement climatique était à l'origine, était provoqué par nos activités humaines à nous, pourquoi est-ce qu'on ne voyait pas de sciences sociales? Ouais. C'était quand même logique comme question. Oui. Eh bien, parce que pour plusieurs raisons, mais tout ça fait que j'ai commencé à me poser des questions là-dessus. Je pourrais dire que les premières questions que j'ai soulevées et que je tentais de répondre dans des vraies études, disons que ce n'était pas reçu avec beaucoup d'enthousiasme, on se demandait ce que je foutais là, quoi. Pourquoi quelqu'un qui analyse la psyché, les pratiques et l'urbanisme ou des choses comme ça se met à vouloir analyser les gaz à effet de serre? Puis moi, dans ma tête, c'était, vous venez de me dire que les gaz à effet de serre sont émis par nous, activité humaine, et vous me demandez pourquoi je suis là. Donc moi, je ne comprenais même pas la question, en fait. Et donc ça a été le premier aspect. Le deuxième aspect de mon questionnement, ça a été de dire, on présumait souvent, à l'époque, un peu moins maintenant, que si on posait des questions aux gens sur le changement climatique dans des enquêtes et qu'on leur disait « Et on va tous mourir en 2050 avec le changement climatique, changez de mode de vie ». Et on pensait que ça allait marcher. Il y avait une espèce de postulat que le changement climatique et l'environnement sont des facteurs de changement en soi suffisants pour amener à devenir végétarien, abandonner la voiture ou je ne sais pas trop quoi. Moi, peut-être, mais je voulais quand même poser la question. Et quand on pose la question de manière correcte, non, en fait, ce n'est pas un driver de changement, ce n'est pas un facteur de changement. Et donc, ça renvoie, si ça ne l'est pas, qu'est-ce qu'il est? Le dernier élément, c'est le rôle de la science. Et, encore une fois, Jean Jougel, que j'aime bien, disait qu'il déplorait à quel point les messages scientifiques et les rapports du GIEC avaient été ignorés depuis 30 ans. Moi, ce que j'ai à répondre là-dessus, c'est vous avez certainement raison sur la science, mais peut-être que vous ne communiquez pas correctement non plus. Donc,
quoi faire, comment communiquer correctement, comment faire en sorte que le message qu'on a vécu soit entendu par des gens qui ont autre chose à faire que de passer 20 ans de leur vie à analyser soit des gens comme moi, soit analyser les molécules dans notre atmosphère. Et donc, ça répond à... Ça ouvre beaucoup de questions. Ouais, Est-ce c'est que super ça- bonne question. Et du coup, est-ce que ça a pris plusieurs années avant qu'on vous reconnaisse, qu'on parle de sociologie du climat ou de sociologue du climat? La transition entre ce moment-là un peu de doute Ah oui, ça a et été galère. oui, Ah ouais, ça a été ouais, ouais, galère, ouais. Ah oui, ça a été galère pendant 8 ans. Il y a les premiers qui se sont intéressés sont les quelques villes, collectivités territoriales en France qui sont toujours en avance sur les autres sur la question de transition et qui tentaient de mettre en œuvre une politique publique de mobilité qui, sur papier, avait l'air très bien et qui, dans la réalité, faisait émerger des résistances ou du je m'en foutisme complètement. Il y avait ça. Ensuite, ça a été l'ADEME, même si l'ADEME a pris un peu de temps pour faire des bilans de tout ce qu'on a mis, c'est que l'ADEME voyait aussi que la question des comportements, de la réception des messages ne fonctionnait pas aussi bien qu'elle le voulait, tentait de comprendre. Et j'ai été nominé pour travailler sur le 5e rapport du GIEC par l'Observatoire national du réchauffement climatique, qui est le NORC. Et le NERC, en fait, sont des experts scientifiques, hauts fonctionnaires, qui participent aux négociations internationales et qui, pendant une négociation, se sont vite rendus compte que l'aspect scientifique n'est pas très présent. On discute de prix, on discute de politique publique, on discute mais pas beaucoup de molécules dans l'atmosphère au final. Et donc, ils étaient très conscients qu'il y avait une dimension sciences humaines et sociales qui était très importante, sauf qu'elle n'était pas développée. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont commencé à me dire, ben, je ne veux pas venir à Paris, on va en discuter, on essaie de mieux comprendre. Et finalement, ma contribution au 5e rapport. Donc, il y a eu une bascule, moi je dirais, puis avec d'autres entreprises, avec des collectivités, etc., à partir de 2012, où là, je n'avais plus besoin de justifier ma présence à une table pendant 50 minutes pour être capable de parler 2 minutes de mon projet de recherche. C'était enfin le sociologue arrive, il va nous dire, et là, il y avait des erreurs, il va nous dire comment vendre notre produit, comment rendre notre politique publique acceptable, comment rendre notre gadget vendable et achetable. Et je disais, je ne suis pas là pour faire du marketing, vous risquez d'avoir des mauvaises nouvelles une fois que j'ai réussi à terminer mon enquête. Moi. Peut-être que les gens n'en ont rien à foutre ou qu'ils n'aiment pas. Mince, je disais ouais. aussi, vous allez pouvoir nous aider à vendre des changements de comportement. Donc, non, je ne peux pas vous aider à vendre, mais je peux certainement vous donner des clés de lecture pour faciliter, puis faire en sorte que le message ne soit pas complètement perdu, mais je pense que ça fait partie des thématiques, des questions que vous allez me poser. Oui. Ouais. Et du coup, pour faire suite à tout ce que vous nous avez expliqué et votre rôle de sociologue, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des méthodes avec lesquelles vous travaillez et vous abordez ce sujet, et si vous avez une population cible précise ou pas? Ainsi, j'en ai 3. Les collectivités territoriales, donc je ne monte pas plus haut que ça en termes de hiérarchie politique ou dans les ministères ou pas, c'est vraiment une collectivité territoriale parce que je pense que le nerf de la guerre, il est là de toute façon. Ça, c'est une première chose. Donc, comment une collectivité territoriale fonctionne et dans son fonctionnement, qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre des objectifs qu'elle se donne même quand elle a envie de se les donner. Donc, les freins, les obstacles, mais aussi les moteurs au changement des collectivités, les populations générales, et depuis une dizaine d'années, de plus en plus des entreprises aussi, qui ont envie de changer, qui elles aussi se retrouvent avec des obstacles sur le fonctionnement interne, sur la culture d'innovation, sur leur filière, des choses comme ça, et souvent aussi sur le fait que les gens n'aiment pas trop bouger. Voilà. Donc, et ma méthode, en fait, souvent, j'ai tendance à aimer rentrer dans des sujets qui sont peu abordés par mes collègues en sciences sociales. Donc, quand je fais ça, je commence toujours par des entretiens semi-directifs. Donc, je m'assois à la table de quelqu'un, dans un café, dans un salon, dans un bureau, et on discute pendant 45 minutes, 1 heure, d'une thématique spécifique. Et discuter comme ça permet d'aller chercher du subjectif et des émotions, et non pas des réponses seulement cognitives et rationnelles, comme sur une enquête. Et ensuite, je passe en mode enquête. Okay. D'accord, ok. Mais du coup, vous avez des domaines en particulier que vous abordez? Est-ce que c'est plutôt l'énergie, le transport ou est-ce que vous ciblez comme activité ou vous parlez un peu de tout? Non, j'ai plusieurs domaines de prédilection, si on veut, mais qui viennent par phase. Les premières phases, je pense que c'est lié aussi
aux envies d'efforts de développement et de transition de la part des collectivités, ça a été d'abord la mobilité. Plusieurs études sur la mobilité. Pourquoi les gens prennent la voiture ou quoi? Juste un exemple de ce que la sociologie peut faire. On peut poser la question suivante. Si la voiture est un animal, ce serait quoi? Ben, un guépard, un léopard, ça c'est la réponse qu'on me donne. Et le bus, c'est un éléphant ou un hippopotame. Et donc, vous voyez ce que ça renvoie en termes d'envie de prendre le bus par rapport à la voiture. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Hein. On peut être coincé dans le même bouchon tous les deux, avancer 0 à l'heure du tout, mais ce n'est pas grave. La voiture reste le guépard. Donc, ça va plus loin que ça, mais on essaie d'atteindre le subjectif. Donc, ça a été une vague de mobilité assez importante. Ensuite est arrivé, effectivement, comme vous dites, l'énergie. La consommation d'énergie et de plus en plus, comment les opérateurs d'énergie peuvent, en fait, développer des méthodes d'accompagnement pour améliorer la consommation énergétique de leurs clients. Parce qu'il n'y a pas que les clients qu'il faut changer, il faut que les opérateurs d'énergie qui sont d'habitude parlés en kilowattheures, je vous la donne en 1000, mais combien d'entre vous ou de ceux qui écoutent sont capables de dire de combien de kilowattheures ça prend pour bouillir, faire une tasse de café ou se faire un bain? Personne. Pas grand monde. Voilà. Autrement dit, quand un opérateur d'énergie vous parle en kilowattheures, il n'y a personne qui comprend, sauf 3% de la population. Donc, il faut parler autrement. Donc, il y a ces enjeux-là. Sur l'énergie, la mobilité et bien entendu l'urbanisme et la rénovation énergétique des bâtiments. Ça, ce sont des enjeux sur lesquels j'aime beaucoup bosser. Voilà. J'avais peut-être une petite question, du coup, je reviens sur les populations que vous ciblez. Vous êtes chercheur à Grenoble, avec peut-être une population à Grenoble qui est, on va dire, peut-être plus avertie sur la mobilité, notamment sur la question de la mobilité. Est-ce que du coup, vous arrivez à cibler d'autres personnes que des personnes déjà averties parce que votre champ, il est beaucoup plus large que... Oui, on fait toujours attention quand on fait ça, fait des enquêtes ou même des entretiens, à voir des gens qui ne sont pas d'accord. On les aime beaucoup d'ailleurs, ceux-là, parce qu'en fait, ils ne nous donnent pas un discours tout lisse, tout gentil. Ouais, il faut sauver la planète. Oui, OK, c'est bien de sauver la planète, mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire au quotidien? Et ceux qui disent, rien à foutre de la planète, ou alors, oui, il faut sauver la planète, mais ce n'est pas mon problème à moi. Alors là, ça devient intéressant. Ça, c'est une première chose. Les plus difficiles, il y en a, ce sont les indifférents, ceux qui ont autre chose à faire. Et là, eux, en général, ne répondent pas trop parce qu'en fait, ils s'en foutent. Donc, ils s'en foutent de l'enquête aussi. Donc, quand on les a, ceux-là, on essaie de les bichonner pour avoir autant de réponses possibles. Et bien entendu, je sors de Grenoble. Oui. La flemme, c'est ça qu'on a entendu Oui, dans le micro-trottoir. oui. En fait, le micro-trottoir n'était pas à côté de la plaque sur beaucoup de choses. Je pense qu'il était assez juste. Et puis on peut assez honnête, j'ai trouvé. Ouais. Mais du coup, vous avez des astuces pour les attirer, ces personnes qui sont un peu... Oui. Qui ne s'intéressent pas? Oui, j'ai fait... Bon, des fois, il faut jouer avec la com'. Donc, il n'y a pas très longtemps, dans les Alpes... je ne saurais pas où exactement ils vont se reconnaître s'ils écoutent. J'ai fait une conférence qui s'appelait « Pourquoi il ne faut pas parler de climat ?» Ce qui a permis d'attirer une belle diversité de gens avec des positions différentes sur le climat. Ouais. Il faut la prendre à contre-pied, la question, quoi. C'est ça. Oui, non. Parce qu'en fait, mes études montrent qu'à part pour les écolos déjà convaincus, déjà assez bien engagés, et donc, en fait, ils ne sont pas intéressants pour les politiques publiques, ils font déjà ce qu'il faut. Ce qui est plus important, c'est d'essayer d'embarquer des gens qui sont hésitants ou ne savent pas trop faire, etc. Mais ce n'est pas le climat qui va les convaincre, ce sont d'autres arguments de qualité de vie, les coûts-bénéfices dont on parle souvent. Si je fais du vélo, c'est parce que c'est pour perdre du poids. C'est bon pour l'émission de gaz à effet de serre aussi, mais je ne le fais pas pour ça. Et du coup, vous adaptez vraiment votre discours en fonction de la cible? Oui, absolument, il faut. Okay. C'est la conclusion de mes études. Si je ne le faisais pas moi dans mes conférences, ça serait bizarre, quoi. Mais quand vous dites ça, finalement, est-ce que vous reconnaissez certaines entrées spécifiques? Comme là, vous venez de dire, finalement, c'est bon pour moi ou je perds du poids. Est-ce qu'il peut y avoir une entrée santé, par exemple? Ou est-ce que ce n'est pas forcément relié à des thématiques précises? Si, mais ça dépend encore une fois de la cible. Si j'ai affaire à un public général, plutôt qu'à une équipe, justement, ça, je l'ai fait parce que je travaille aussi sur l'adaptation au changement climatique, qui est très différente de l'atténuation, qui est plus compliquée, et où la science a une part plus importante, pour moi en tout cas. Et si je parle à une trentaine de gens en charge de stratégies d'adaptation territoriale au changement climatique,
je ne leur dirai pas la même chose, puis je ne leur parlerai pas de la même manière qu'ils se parlent dans le public général. Donc, ce ne sera pas tout à fait le même message. Mais l'idée, c'est quand même toujours de faire comprendre aux gens qu'on a tous un tropisme, on a tous une espèce de façon de voir le monde et que mon voisin n'a pas la même manière et que c'est aussi légitime que la mienne. Et donc, l'exemple que je donne tout le temps, mais je pense qu'il est bon, c'est qu'en fait, un des meilleurs comportements qu'on puisse adopter pour avoir un effet réel sur la biodiversité, le changement climatique et les transitions, c'est de devenir végétarien. Mais si vous dites ça, je suis désolé, ce n'est pas un argument qui est recevable pour une grosse partie de la population. Et la santé est un argument plus recevable et l'éthique pour les animaux est devenu le deuxième critère de choix. Maintenant, ça, c'est important quand on décide de changer, on décide de manger moins de viande. Une éthique animale, non anthropocentrée, donc non basée sur l'humain, ça, je trouve ça super intéressant comme signe émergent et c'est constant depuis 6-7 ans. Bon, il y a des choses qui se passent, mais ce qui veut dire qu'effectivement, si vous voulez convaincre les gens de manger moins de viande, il ne faut pas leur parler de changement climatique. Et du coup, parler un petit peu de tout ce qui est résultat de vos recherches. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des freins justement à la résistance au changement de comportement? Je reviens là, confort et flemme. Au micro-trottoir. Voilà. En fait, maintenant on va rentrer dans une discussion un peu plus scientifique de ce que ça veut dire tout ça, mais le premier, c'est sur la notion de confort et d'inconfort. Pendant longtemps, on se disait que les gens ne voulaient pas changer parce que c'était un inconfort physique. Diminuer sa température de 23 degrés à 19 degrés pour se chauffer en hiver, par exemple. Et en fait, ce n'est pas ça le facteur majeur. Le facteur majeur, c'est plutôt la paresse du cerveau. En fait, pour beaucoup d'entre nous, on crée des habitudes au quotidien parce que ça réduit la consommation énergétique du cerveau. Plus on est attentif à quelque chose et plus on essaye de changer, plus il faut être attentif, puis plus on dépasse de l'énergie. Et dans une société surtout industrialisée comme la nôtre, où on n'a pas beaucoup de temps, on est toujours en mode hyper concentré, en production, etc. Soudainement, on nous demande de changer de mode de vie, d'apprendre à cuisiner différemment, à se déplacer différemment. J'ai 2 enfants, blablabla. Laisse tomber, je n'ai pas envie. Parce que c'est trop compliqué cognitivement. Ça demande encore plus d'énergie et de concentration. C'est ça. Donc, ce n'est pas une mauvaise volonté, c'est juste qu'à un moment donné, on n'en peut plus. Pour rendre les choses un peu personnelles, j'ai un enfant de 2 ans, et puis on est écolos, sa mère et moi, donc on se dit, allez, couche lavable. Ça faisait 3 mois qu'on n'avait pas dormi, et les couches lavables arrivent dans un gros, et là, il y avait des couleurs différentes, des usages, je n'ai pas trop compris en fait. Et on a regardé les consignes, il y a 2 doctorants, on n'a pas compris ce qu'il fallait faire, on était trop fatigués, on a renvoyé la boîte. Donc, c'est ça. Donc, cet effort cognitif-là qui est super important. Okay? Et donc, quand on demande de changer de pratique, c'est pareil. Okay. L'économie, je vais terminer dans la minute qui reste avant la pause. Pour les économies d'argent vont jouer un certain rôle, mais malheureusement pour mes économistes, pas autant qu'ils le pensent. Ça va faire parce qu'en fait, les habitudes d'achat et le confort, écoutez, vous diminuez à 18 degrés votre température, vous allez avoir froid pendant 6 mois pour obtenir quoi comme réduction sur votre facture? Est-ce que ça vaut 6 mois d'inconfort? Pas sûr que tout le monde soit d'accord avec ça, c'est sûr. Peut-être une dernière question pour rentrer un peu plus dans le détail, ou si on a le temps un petit peu, sur les déterminants qui peuvent influencer les changements de comportement et de réception ou d'acceptation de l'information qui sont liés au changement climatique en fonction à la fois de l'âge, du lieu de vie et du niveau socio-économique. Est-ce qu'il y a des déterminants, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais qui peuvent influencer ces changements de comportement? Les changements de comportement. En fait, le genre va jouer un rôle assez important, pas nécessairement dans le sens que vous voulez. D'abord, les études à grande échelle montrent que les femmes sont plus sensibles aux questions environnementales que les hommes. Elles ont une approche aussi plus pratique et les hommes plus techniques. On ne sort pas des rôles genrés traditionnels. Mais il y a des études qui montrent aussi que cette emphase, cette pression à changer de mode de comportement, de vie, de ménage, d'électricité, de produits ménagers, etc., alors que les femmes font encore une grosse partie des tâches ménagères, fait que les femmes subissent encore plus de pression cognitive que les hommes sur ces questions-là. Ça, c'est un premier point.
Et après ça, bien sûr qu'il y a des enjeux un peu milieu rural et urbain. Urbain, oui. En campagne, il n'y a pas de bus. Oui. S'il y en a un, il y en a le matin à une mauvaise heure et le soir, il y en a un au retour. Il n'y a personne qui prend le bus. Alors qu'en ville, les excuses pour ne pas prendre les transports en commun, il y en a quand même pas mal moins. C'est vrai. Voilà. Alors que là, c'est justifié dans le monde rural. Ce que l'on sait, c'est que les CSP plus élevés ont une conscience des enjeux écologiques parce que souvent, ils sont plus scolarisés aussi, mais ils ont aussi une empreinte écologique plus élevée et donc, ils font plus d'efforts, mais pour beaucoup, mais en fait, ils ont plus d'empreintes aussi. Donc, voilà. Ce que moi, je remarque, c'est pas ça, c'est que, en tout cas, en matière d'environnement, ce que j'ai trouvé, moi, c'est que ces critères classiques sociologiques de CSP scolarité ont moins d'effet que l'effet de phase de vie. Si je suis célibataire et jeune et que je cherche un boulot, dès que le premier enfant arrive, on fait attention à la bouffe qu'on mange. Le deuxième arrive, on fait attention à la bouffe qu'on mange, sauf qu'on revient à la voiture si on ne l'avait pas avant. Ça, c'est vraiment, ça a été confirmé ensuite. Donc, les phases de vie semblent avoir un effet à le voir sur qu'est-ce que je fais, plus d'alimentation, plus de mobilité, rénovation énergétique de mon bâtiment quand je deviens propriétaire. Bien, devenir propriétaire, ça veut dire faire un certain salaire, ça veut dire être installé dans la vie. C'est difficile d'être propriétaire à 25 ans et de faire la rénovation énergétique du bâtiment en plus. Donc, il y a les phases de vie sont plus importantes en fait. Ok. Merci. Eh bien, on passe à la pause musicale. Vous avez choisi Le repos du guerrier du groupe Mes Aïeux. Une petite explication? Ouais, les Mes Aïeux est un groupe québécois que j'adore, qui reprennent beaucoup des thèmes de chansons folkloriques québécoises et qui les transforment au goût du jour et qui, je trouve, sont d'excellents musiciens et qui racontent de belles histoires aussi. Eh bien, Le repos du guerrier, c'est parti. Mes Aïeux. Marcher des heures à travers la forêt, respirer par le nez, se retourner jamais, mettre un pied devant l'autre pour trouver le repos, poser les balises d'un monde nouveau. À la tombée du jour, atteindre la clairière, ermite volontaire évadé de l'enfer, faire une prière et faire un feu de bois, boire à la rivière pour la première fois. Déplier la toile pour s'en faire un abri, briser le silence en poussant un grand cri, à tue-tête pour entendre l'écho et compter les étoiles couchées sur le dos. Folâtrer un instant sans but, sans boussole. Sentir le vent caresser son visage, ajuster
avec le lièvre, le renard et le loup. Voyez vers la cache du carcage, jouer de la vielle avec un farfalle, descendre dans la grotte avec les feux follets. Laisser la poésie décider de son sortir au matin et accepter la mort dans la vie sans penser à demain. Maintenir le cap tout droit vers son destin. Eh bien, vous êtes en direct sur la parenthèse scientifique et aujourd'hui, on parle de changement de comportement face au climat. Quels défis à relever en présence du sociologue Stéphane Labranche. Alors, nous avons parlé un petit peu, docteur Labranche, des résultats, des freins et des résistances au changement. Une petite question par rapport à ça et par rapport à ces déterminants, finalement, est-ce qu'il y a un impact, ce qui me semblait quand même assez évident, de différence entre ce qui va être une volonté individuelle et ce qui va être une volonté collective. Disons que j'ai lu beaucoup d'articles qui disaient que finalement, la volonté individuelle, c'est très bien, mais s'il n'y a pas un investissement de la part de la communauté et aussi une représentation communautaire, c'est-à-dire par exemple c'est bien ou c'est valorisé d'être végétarien par exemple et c'est pas très bien de prendre la voiture, mais vraiment quelque chose de général, donc c'est vraiment soi et sa relation à la communauté. Est-ce qu'il y a un impact de ça, parce qu'on voit beaucoup de gens motivés, mais finalement parfois on a l'impression qu'on est un peu bloqué par nos représentations sociales. Ouais, vous parlez surtout de normes sociales là. C'est peut-être notre faute, mais c'est aussi parce qu'en l'état de la connaissance, à un moment donné, il a fallu se concentrer sur les analyses au niveau individuel avant de comprendre collective. Pourquoi les gens prennent la voiture ou pas au niveau individuel et ensuite on teste à grande échelle sur des enquêtes. Donc, et peut-être d'une certaine manière, ça fait un biais sur la manière dont on présente les choses, etc. Mais il fallait commencer par là, scientifiquement. Ça ne faisait pas sens pour moi, en tout cas, de commencer au niveau collectif sans comprendre pourquoi les gens faisaient un truc ou pas. Et donc, ensuite, on va tester le niveau collectif. Ensuite, ça dépend de ce que vous voulez dire collectif. Mais en tout cas, en termes de normes sociales, on voit aussi des évolutions. On le voit dans les éléments de langage. Par exemple, les gens vont prendre autant l'avion qu'avant, mais maintenant, ils sont coupables, ils justifient pourquoi ils prennent l'avion plutôt que de s'en vanter. Je vous rappelle que les prévisions de l'aviation, de l'industrie de l'aviation internationale, c'est que ça va doubler dans 10 ans. Et donc, je ne sais pas où ils tiennent leur... en tout cas, ça ne va pas dans le sens de ce qu'on est censé faire. Une diminution. Donc, ça, c'est une première chose. Mais c'est aussi un peu plus complexe. C'est qu'à un moment donné, quand on parle de collectif, ce n'est pas nécessairement tout le monde va dans la même direction. Ça n'existe pas une société qui va dans la même direction. Même Marx, Lénine et marxistes et Staline ont essayé. Vous avez vu les résultats et Pol Pot aussi. Donc, ça ne marche pas. Il faut accepter qu'il va y avoir des diversités. Il faut accepter que des gens ne seront pas contents de faire la transition écologique. Ben, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui ne sont pas contents maintenant, qui ne sont pas heureux dans une société de consommation hyper effrénée. Qu'on aura, j'espère, atteint l'autre type de société qu'on veut, il y a des gens qui ne sont pas contents, mais les mécontents et les malheureux d'aujourd'hui sont les contents de demain. Voilà. Donc, pour moi, ça ne pose pas de problème. Ce qui est plus intéressant, ce que je vois monter, c'est qu'il y a des normes sociales qui sont en train d'évoluer. On se sent gêné de manger un peu trop de viande parfois. Ça commence, mais ça, c'est plus long en France qu'ailleurs, que dans les pays anglo-saxons. La voiture, on commence aussi à avoir des normes sociales un peu différentes. Mais ce que je remarque, c'est que la question impact des changements climatiques, la question de l'atténuation est plus tranquillement quand même, c'est beaucoup plus faible, la biodiversité, commence à être insérée de manière quasi automatique dans certains secteurs. On ne fait plus de mobilité sans penser santé, particules fines et émissions. Ça se fait pas. On ne fait plus urbanisme sans penser végétation. C'est juste, ça se fait plus, c'est plus enseigné. Donc, il y a des choses comme ça. Maintenant, les cours de récré, il va y avoir des arbres. Et c'est devenu des choses normales et souhaitables. Et ça, ce sont des signaux qu'on peut peut-être dire faibles, mais qui commencent à être plus forts. Et il y en a plusieurs dans plusieurs domaines. Donc, pour moi, en tout cas, il y a quelque chose au niveau
de ce sens collectif qui est en train d'arriver. Là, après ça, les plus cyniques ou découragés d'entre nous vont dire « Oui, mais c'est pas assez. » Non, c'est pas assez, mais il y a 10 ans, on ne le faisait pas. Ouais, donc ça se fait petit à petit et du coup, ça c'est des changements qu'on voit vraiment, même au niveau des comportements, à travers le temps, vous avez observé des changements quand même ou... Sur les comportements, vous savez, quand on regarde une population, une société, on a tendance, dans le changement climatique, à diviser ça entre les entreprises, les pouvoirs publics et la population. Ben, c'est la population qui a moins changé. Ah ouais. C'est la population qui a fait moins d'efforts en termes de diminution de gaz à effet de serre. Une grande enquête qui a été menée par EDF Ipsos, enquête internationale, 24 000 personnes interrogées dans 24 pays à peu près. On se retrouve avec, pour vous, quelle est l'action principale que vous mettez en œuvre pour combattre le changement climatique? Je vous donne en mille, le tri. Ouais. Donc là, c'est un peu décourageant, surtout que quand on regarde dans la poubelle tri, c'est jamais fait correctement non plus. Après ça, il y a des différents degrés de correct et d'incorrect. Mais donc, si c'est la première action qui est envisagée, c'est celle qui prend aussi le moins d'efforts cognitifs, qui est le moins chiant à faire au quotidien, qui ne demande pas de changer de transport, ni de mode de cuisson, ni de produits pour s'alimenter, qui ne demande pas d'avoir froid en hiver. Autrement dit, c'est celui qui a le moins d'impact sur notre quotidien. Donc, non, on n'est pas encore là. Je suis désolé. Même s'il y a des évolutions, j'en ai parlé sur les normes sociales, les valeurs, les discours et tout, mais on est encore dans une société où le message fondamental, c'est consommer, consommer, consommer et toujours plus vite. Et face à ça, il y a un nouveau discours, un nouveau modèle de société qu'on aimerait bien voir émerger qui est basé sur autre chose. Quoi, autre chose, on n'est pas trop sûr. Donc ça non plus, ça rend le combat entre les deux discours un peu difficile. Il y en a un qui sait exactement où il va puis qu'est-ce qu'il veut, et l'autre qui se dit « Ouais, ce serait une bonne idée de faire ça, mais je ne sais pas comment. » Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il y a plus de climato-sceptiques maintenant qu'il y a 25 ans ou 20 ans quand vous avez commencé à vous intéresser au climat? Alors ça, c'est bizarre parce qu'il y a des vagues de climato-sceptiques. Les premiers climato-sceptiques, en fait, ils réfutaient complètement l'idée de changement climatique. Et là, on a une diversité plus grande de climato-sceptiques. Il y a des climato-sceptiques qui réfutent complètement le changement climatique, c'est du complotisme. Il y en a d'autres qui disent oui, ça existe, mais ce sont des phénomènes naturels. D'autres vont dire oui, ça existe, ce n'est pas un phénomène naturel, puis les impacts sont grandement exagérés. Et il y en a un dernier qu'on suspecte, on n'a pas de hard data encore là-dessus. Ce sont des gens qui se disent ouais, on va avoir des impacts et ça fait vachement peur, donc mieux vaut nier tout le truc. On est dans une forme de déni de la réalité parce que quelque part, on sent que ça va vraiment être difficile. Et puis, j'imagine que les comportements qui doivent changer chez nous, que ça induit, font peur aussi, quoi. Ah ben absolument. Probablement encore plus que les impacts. Parce que les impacts, oui, il fait chaud, mais je m'achète une clim, mais ça va, même si c'est de la maladaptation. Mais je peux m'en tirer avec les canicules, avec une clim, et puis c'est bon. Sauf que si je dois devenir végétarien, qu'est-ce que je mets sur mon barbecue pour aller avec ma bière, quoi? Bon, en France, vous proposez des aubergines sur le barbecue, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont super contents. Non, c'est sûr, mais je pense que ça rejoint un petit peu ma question, même si je n'aime pas trop parler pas de punition, mais parlons plutôt de valorisation. C'est-à-dire, ici, on valorisait, je me rappelle, j'avais un ami qui m'avait dit finalement, si les femmes valorisaient les hommes qui vont à pied plutôt que ceux qui ont des très belles voitures, peut-être que le monde changerait. Et ça m'a fait beaucoup rire. C'est un fameux artiste, il se reconnaîtra. Voilà. Et donc, ma question, elle était aussi par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on parle de normes sociales, mais finalement, est-ce qu'on a aussi ce pouvoir de faire changer les choses ensemble, en fait, en changeant un peu ce qu'on va valoriser aussi au sein d'une communauté? Oui, parce qu'on est des animaux, nous humains, on est des animaux symboliques et sociaux. C'est pas pour rien que les réseaux sociaux fonctionnent, c'est qu'on adore se comparer aux autres en général, même si c'est pour être contre. Être à contre-courant, c'est quand même se mesurer contre les autres. Voilà, c'est pas aller avec le courant, mais on fait pareil. Et donc, les normes sociales de ce qui est exactement un homme sexy ou attractif, etc., pourraient jouer un rôle, oui, en partie. Mais c'est vrai sur d'autres choses aussi. On a fait une étude avec Entreprises pour l'environnement, que ça s'appelle, sur, en fait, les idées implicites dans la publicité.
Et c'était super intéressant parce qu'on se retrouve avec, par exemple, vous regardez de la pub, c'est de la pub pour une bière. On passe plus de temps avec la caméra sur le barbecue et la viande en train de cuire dessus que sur la bière qui est vendue par le barbecue. Et là, à un moment donné, il y a un problème. On peut très bien vendre de la bière sans qu'il y ait de la viande sur le barbecue. Et donc, là, c'est tous les liens que l'on fait comme ça implicites qui parlent de ce qu'est une bonne vie, du plaisir, de la convivialité. Et donc, ça, ce sont des représentations sociales, culturelles profondes parfois, et qui sont vachement difficiles à changer, et qui sont soutenues en ce moment par tout un système de production et de consommation. Par rapport à ça, en fait, est-ce qu'il y a des leviers d'action que vous voyez par rapport à justement cette vision qu'on a de, par exemple, la bière ou le barbecue, c'est avec de la viande? Comment on le change? Et puis, comme vous disiez, il y a différentes populations. Est-ce qu'il faut cibler une population en particulier, essayer de faire une publicité ou quelque chose qui va toucher toutes les populations? Enfin, comment ça marche et quels sont les leviers, en fait, concrètement? Il y a quelques principes de base, si on peut dire, sur... le premier, c'est que ce que je disais, c'est que, bon, le cerveau est paresseux et nous, on n'aime pas changer d'habitude. Donc, quand vous voulez instituer un changement, il faut vraiment le faciliter pour les autres, ce qui veut dire que vous, en tant qu'instituteur du changement, vous devez prendre plus de charge cognitive pendant un bout de temps jusqu'à ce que le projet soit fait. Ça, c'est faciliter et simplifier. Ça, c'est la règle de base pour tout, en fait. Mais si c'est vrai aussi que le changement climatique n'amène pas les gens à changer de consommation de viande, en revanche, les inviter à la maison, faire un bon repas végétarien avec lequel ils vont être super contents d'avoir mangé et qui repartent avec la recette, vont avoir un meilleur effet. Et donc, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller, en fait, c'est de parler des co-bénéfices de la transition, et il y en a tout plein. Mettre des arbres en pleine ville, c'est bon pour la biodiversité. Vous mettez des parcs ou des jeux pour enfants, vous avez encore une meilleure qualité de vie. Vous attirez des gens avec les terrasses des bars et des restaurants. Pas besoin de parler de changement climatique pour trouver que c'est une bonne idée. Mais si vous voulez parler de changement climatique, vous le faites, mais en pensant que ça va améliorer la compréhension, mais pas nécessairement amener à des changements de comportement. C'est pas le message prioritaire, quoi. Enfin, ça doit pas être le message prioritaire, finalement, quand on veut entraîner ce genre de changement plus facilement. En fait, il faut réaliser que ça sert à changer la représentation sociale et le niveau de connaissance, mais que si vous voulez changer les pratiques à court terme, ce n'est pas le moyen d'y aller. C'est une grosse critique. Maintenant, je ne sais pas si vous l'avez entendu, cette critique, mais c'est une grosse critique des rapports du GIEC et de la manière dont on communique sur le rapport du GIEC. Je ne dis pas que la science n'est pas bonne, la science, elle est bonne. Mais... Non, mais on se faisait cette remarque, par exemple, avec les rapports du Eat Lancet. Je ne sais pas si vous connaissez, sur le bien manger. Et c'est vrai que parfois, on peut se retrouver un petit peu démuni parce qu'une légumineuse dit comme ça, sans savoir comment la préparer, c'est pas forcément très appétant. Et donc, il n'y a pas... alors qu'en fait, c'est délicieux. Et peut-être de promouvoir aussi la façon dont on peut les faire. Et effectivement, dont on peut les faire aussi simplement. Quelque chose qui ne nécessite pas 1 heure de cuisine derrière pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps non plus dans la journée. C'est des choses aussi, effectivement, auxquelles on essaye de s'atteler. Mais ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est juste des bribes de compréhension qu'on peut avoir dans les sciences des comportements. Parce qu'entre la psychologie, l'anthropologie, l'économie, la science politique, la socio, etc., il y a des façons différentes d'aborder quelque chose de beaucoup plus complexe qu'une molécule dans l'atmosphère. Je parle des êtres humains. Les êtres humains ne vont pas toujours se comporter de la même manière parce qu'ils se sont mal levés le matin, parce qu'ils ont mal dormi ou parce que je ne sais pas trop quoi. La molécule, elle, va toujours se comporter de la même manière. Et c'est pour ça qu'on a créé le GIECO, en fait. Le GIECO, ça sert à rassembler ces disciplines sur les sciences des comportements pour qu'on puisse avoir une vision un peu plus complète de pourquoi on change et pourquoi on ne change pas. Merci beaucoup, Stéphane Labranche, pour toutes ces réponses sur les changements de comportement et les défis à relever. Ça va être la fin de cette interview. Est-ce que vous auriez peut-être quand même un dernier petit mot pour nous et pour nos auditeurs, surtout ? Ouais, franchement, vous savez, essayer de changer, ça peut être fun aussi. Faites-en un défi, comme on joue avec des enfants qui essayent de sauter un petit peu plus haut, un peu plus loin, sans se casser la gueule, donc avec un peu de sécurité quand même. Mais en voyant ça comme un défi fun à relever, un jeu, ça réveille l'enfant en nous et ça marche vachement mieux qu'un discours sanctimonieux sur la fin du monde.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Soyons des enfants et jouons. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Labranche. On rappelle que le rapport du GIECO va sortir fin décembre, début janvier 2025, c'est ça ? Le premier tome, oui, et ensuite un par année pendant les 2 années qui suivent. Pendant les 2 années, eh ben, en tout cas, on se fera avec plaisir le relais de ces résultats du premier GIECO. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Et Merci puis à nous, vous. on part pour une nouvelle pause musicale. Le choix de Damien, les Cowboys fringants, l'Amérique pleure. Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de puff de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur mine. Yeah. J'prends le Florida Turnpike, demain soir j't'aime mon mani. Non, trucker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y a tellement d'inégalités et de souffrance sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Moi je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent en fumée tous les rêves, un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort, chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays, yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi pis les 2 filles, et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game? C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure quelque part au fond du cœur.
Et vous êtes toujours avec la parenthèse scientifique « Changement de comportement face au climat, quel défi à relever ?» Et on passe au projet de la Fondation. Les projets de la Fondation. Et rebonjour à toutes et tous. Donc, comme vous le savez sûrement, la Fondation, une de ses missions principales, c'est de soutenir la recherche. Et pour cela, on finance tous les ans en moyenne 3 projets de recherche dans le domaine de la santé et de l'environnement, en réponse à un appel à projet qu'on écrit donc tous les ans avec notre conseil scientifique international. Et je vous propose, chaque mois, dans cette nouvelle rubrique, de présenter un projet soutenu par la Fondation. Aujourd'hui, on va particulièrement parler d'un projet de santé humaine financé entre 2020 et qui s'est terminé en 2022 sur les effets de perturbateurs endocriniens sur le cerveau et les effets sur les générations futures. C'est le projet BizBrainDev qui est porté par une chercheuse de Grenoble. Mais tout d'abord, une petite introduction. Le cerveau se développe durant une période précise de la période en fait in utero, donc dans le ventre de la mère, jusqu'au début de l'âge adulte. Si des perturbations arrivent pendant cette période critique de développement, cela peut avoir de graves conséquences. Par exemple, les perturbateurs endocriniens, utilisés comme vous le savez peut-être dans de nombreux produits de consommation, pourraient affecter le développement du cerveau et le comportement des enfants et avoir des effets transgénérationnels, c'est-à-dire qui se transmettent aux générations suivantes, de la mère à l'enfant, puis ensuite de l'enfant à ses autres enfants, par exemple. Cependant, à ce jour, peu d'informations sont disponibles sur les effets toxiques des perturbateurs endocriniens, seuls ou en mélange, sur le développement du cerveau. L'objectif de ce projet était donc de déterminer sur un modèle animal, la souris, les effets transgénérationnels d'une exposition in utero, donc dans le ventre de la mère, à un mélange ou cocktail de perturbateurs endocriniens à des doses faibles sur la structure du cerveau, les connexions neuronales et le comportement des individus. Pour étudier la structure du cerveau, par exemple, les chercheurs ont réalisé des enregistrements IRM haute résolution d'un très grand nombre de structures cérébrales chez des animaux, les souris, directement exposés à ce cocktail et leur progéniture. Les résultats ont montré que le volume de certaines structures était affecté chez les animaux exposés, donc c'est-à-dire certaines parties du cerveau étaient plus grosses ou plus petites, mais aussi chez leurs descendants, y compris ceux qui n'avaient pas été exposés. C'est-à-dire qu'une exposition de la mère avec l'enfant dans le ventre suffit à avoir un impact sur les enfants de la mère. D'autre part, des études comportementales ont montré que les animaux peuvent présenter une modification de leur activité locomotrice, de déplacement, mais aucun signe d'anxiété ou de trouble d'humeur. Ce projet précurseur a donc permis de collecter une très grande quantité de données qui sont utilisées pour mieux comprendre les impacts de l'exposition à un mélange de perturbateurs endocriniens sur le développement structurel et fonctionnel du cerveau, que ce soit chez l'individu directement exposé, à savoir ici la mère, ou à l'inverse, chez leur progéniture non exposée. Et Damien, merci beaucoup. On rappelle également que ce projet a été réalisé dans les laboratoires de l'Université de Grenoble-Alpes. Et par Isabelle Guillemin de l'Institut des neurosciences, précisément. Et voilà, merci. Le cabinet des curiosités. Aujourd'hui, je vais vous parler de champignons, puisqu'on est en plein dans la saison, donc on va en parler. Mais ne rêvez pas, je ne suis pas sur le point de vous révéler mes coins champignons. Non. Je vais vous parler d'un genre de champignons particulier, les cordyceps. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, puisqu'ils ont été mis en lumière récemment par la série post-apocalyptique The Last of Us, ou par le moins connu jeu vidéo Mycosis, où l'humanité a été décimée à la suite de la mutation d'un champignon parasite, notre fameux cordyceps, qui a engendré des sortes de zombies féroces. Alors évidemment, et heureusement, c'est de la fiction, en tout cas pour nous les humains. Par contre, pour les insectes et les arachnides, c'est une toute autre histoire. En effet, les cordyceps et leurs cousins proches, les ophiocordyceps, sont des entomopathogènes, c'est-à-dire des champignons qui infectent les insectes. Certaines espèces s'attaquent aux fourmis et engendrent un scénario digne des meilleurs films d'horreur, dont le pitch pourrait être le suivant. Mimi est une jeune fourmi comme les autres dans sa colonie. Sociable et persévérante, elle part comme chaque jour à la recherche de nourriture dans sa forêt tropicale natale. Sauf qu'aujourd'hui, sans s'en rendre compte, elle va passer dans un nuage de spores d'ophiocordyceps. Quelques jours plus tard, le comportement de Mimi change. Ses meilleurs amis fourmis ne la reconnaissent plus. Mimi est étrange. Elle est hyperactive, marche bizarrement, a des convulsions, tombe, est désorientée et elle semble comme absente. Et puis un jour, Mimi ne revient pas à la colonie. Contrôlée par le champignon parasite qui se développe insidieusement depuis quelques jours, Mimi sera allée loin, très loin, trop loin de la colonie. Elle aura grimpé jusqu'à atteindre une feuille ou une tige à l'exposition, à la température et à l'humidité parfaite pour le champignon qui a pris le contrôle de son corps. À ce moment-là, environ 15 jours après le contact avec les spores, Mimi effectuera ce que les scientifiques appellent la morsure de la mort.
Oui, les chercheurs ont le sens du drama. Mimi, ou ce qu'il en reste, va avec ses mandibules mordre très fort dans une feuille, assez fort pour rester accroché là à jamais. Le champignon, à l'étroit dans Mimi, finira par sortir de son corps en formant une tige qui jaillira à l'arrière de la tête de feu Mimi la fourmi pour produire de nouveaux spores qui infecteront d'autres fourmis qui iront rejoindre Mimi au bout d'une feuille bien exposée. Voilà, c'est glaçant, n'est-ce pas? Mais si on met de côté l'aspect horrifiant de ce phénomène, admettez qu'il y a un côté fascinant, non? Comment un champignon peut-il prendre le contrôle du corps d'une fourmi? Personnellement, j'ai beau visualiser un champignon commandant les mouvements de la fourmi depuis son cerveau via un joystick, je sais que c'est pas comme ça que ça marche, parce que oui, les champignons n'ont pas de bras. Mais alors, comment font-ils? Vous vous en doutez, les chercheurs bûchent sur la question, même si ce n'est pas évident à étudier. Mais en gros, ils pensent que des phénomènes physiques et chimiques sont impliqués et proposent quelques mécanismes, même si tout est loin d'être élucidé. Par exemple, j'ai oublié de vous le dire dans le pitch, mais après son infection, notre petite Mimi a très faim, parce que le champignon en elle draine son énergie. Or, là où quand ils ont faim, certains humains sont de mauvaise humeur, certains insectes, eux, ont une activité locomotrice augmentée. Et hop, voilà qui pourrait expliquer l'hyperactivité de Mimi. Les chercheurs ont également observé que les antennes des fourmis infectées sont bloquées dans une position en forme de L. Or, pour les fourmis, leurs antennes, c'est l'équivalent de la langue et du GPS pour nous. En gros, c'est leur moyen de communication et leur système de navigation. Sans ça, elles ne peuvent plus retrouver le nid. Et hop, ça pourrait expliquer l'errance et l'éloignement du nid. Et pour finir, notre Ophiocordyceps va développer des cellules interconnectées autour des fibres musculaires des mandibules, les séparant et occupant jusqu'à 40% de la biomasse de la zone. En bref, Mimi ressemblera à une fourmi ayant fait de la gonflette de mandibules. Sauf qu'à défaut de muscles, ce sont des ifs, c'est-à-dire des filaments microscopiques de champignons. Et ces ifs vont être en contact direct avec les muscles et ils vont pouvoir causer leur contraction en sécrétant des molécules particulières, entraînant la fameuse morsure de la mort. Voilà qui ne donne pas envie de croiser des cordyceps, mais ce ne sont pas les seuls à être capables de modifier le comportement de leurs hôtes. D'autres genres de champignons, mais aussi des virus, des protozoaires, des vers, des insectes, sont capables de manipuler les hôtes invertébrés et vertébrés. Pour revenir à The Last of Us, les champignons qui ciblent les insectes ont coévolué pendant des millions d'années aux côtés de leurs hôtes pour arriver à les manipuler. Et chaque espèce de champignon est spécifique à une espèce d'insecte ou d'arachnide. Les chercheurs sont donc rassurants et disent qu'il est peu probable qu'un tel phénomène nous touche prochainement. Pour autant, il ne faut pas sous-estimer les champignons. Ils ont d'autres moyens bien plus simples de nous tuer, j'ai nommé les toxines. C'est moins classe, mais le résultat peut être tout aussi radical. Dans ce cas, sans besoin de manipuler votre cerveau, le champignon vous mettra tout droit aux urgences. Alors méfiez-vous-en et ne ramassez et surtout ne mangez pas n'importe quel champignon qui vous paraîtrait appétissant. Merci beaucoup Marie-Cécile, exceptionnel et fascinant. J'aurais dû dire un disclaimer, âme sensible, s'abstenir. Attention à ceux qui vont aller aux champignons d'ici la fin du mois. Et espérons qu'on ne rencontre pas un cordyceps. Eh bien, on passe aux actualités de la Fondation. Vous reprendrez bien un peu de science ? Alors, pour les actualités de la Fondation, ce mois-ci, il y a la reprise de notre émission préférée, La Parenthèse Scientifique, mais il y a également à la Fondation une nouvelle saison pour les conférences qui se passent toujours à la médiathèque La Tour-Maubourg. Et on démarre le 23 octobre à 18h avec le docteur Marie-Pierre Moisan qui viendra nous parler de la chrononutrition et des effets que cela peut avoir sur notre santé mentale. En deuxième actualité de la Fondation, nous ferons partie de la Fête de la Science qui aura lieu le samedi 5 octobre. Donc on sera toute l'équipe de la Fondation sur le campus de la Tour-Maubourg, au village des Sciences, côté UGA. Donc nous vous attendons nombreux pour venir participer à des expériences avec nous et tout comprendre sur le changement climatique et ses impacts sur la montée des eaux et le devenir des pollutions. Super, et bien merci beaucoup. Et bien écoutez, on a été extrêmement heureux de partager ce premier épisode de cette 4e saison avec vous, comme le temps passe. Et bien sûr, merci encore à Stéphane Labranche. Aujourd'hui, la parenthèse scientifique, la thématique, c'était le changement de comportement face au climat. Quel défi à relever. Merci à tous les chroniqueurs et chroniqueuses. Merci. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Un grand merci à Clément et une belle journée à vous. Au revoir. Oh, regardez. C'est pas la Fondation Evertea ? Ah, ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.